Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ah, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient ? Aujourd'hui, avec moi, il y a mieux, mais c'est plus cher, Greg. Salut Greg. Mais t'es sérieux là? Non mais Comment attends, moi je coûte cher, t'as vu mon rire? C'est cher ça. C'est cher à prendre. Je suis désolé. Mais Comment quoi, vas-tu, mais mon n'importe chéri? quoi. Mais c'est pas possible, putain. Et t'imagines pas, toutes les semaines trouver une intro qui déchire, c'est pas facile. Ouais, j'avoue. Et surtout une intro qui me fasse rire, quand même. Ah oui, parce que si on ne commence pas sur un rire de toi, on ne commence pas l'émission. c'est quelque chose, c'est comme ça. Carrément. Carrément. On a des invités avec nous encore, Greg. Ça commence à être cool de recevoir des Ouais, invités franchement c'est génial, ouais. pour parler un peu, pour rigoler un peu, parler de nos conneries et tout ça. Aujourd'hui, on a Pierre qui vient pour la première fois. Oui. Salut Pierre, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Je suis plus qu'impatient de parler pendant 2 heures. Oui. Ouais. Sans- Au vu de ton accent, tu es belge comme moi. Pour une fois, je suis Oui, en infériorité. C'est de Liège, effectivement. T'es de Liège, ok. C'est cool, voilà, on va boire des bières pendant l'épisode en tant que Liégeois. Pierre est cinéaste, Pierre est vidéaste, Pierre est chroniqueur radio sur une radio liégeoise, et c'est un grand passionné de cinéma qui va nous apporter un petit peu sa science aujourd'hui. Et on a avec nous l'ours. Bonjour l'ours, comment vas-tu ? Pom 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 pom. Je couperai au montage. Donc, comment vas-tu, l'ours ? Oh, moi, ça va très bien, ça va très bien. Écoutez, je suis très heureux de répondre à votre appel, vos sollicitations pour parler d'un cinéaste qui a fait mon enfance, puisque je suis un enfant issu des années 80. Donc, je ne pouvais que plonger la tête la première dans l'univers d'Emmerich, quoi. Tu viens de le dire, on n'avait pas encore dit qu'on parlait d'Emmerich. Voilà, on va parler de Roland Emmerich aujourd'hui. Mais attention, tu l'avais grandement spoilé lors de ta dernière émission. C'est vrai, on a presque même commencé l'émission avec Creepers. Tout à fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et je rappelle à Creepers que le dernier rempart a gagné le concours qu'on a fait entre lui et Godzilla. Donc tu me devras une bière, mon ami. Exactement. Donc l'ours, tu es podcasteur toi aussi ? Oui, tout à fait. Les Berserkers Media Chronics, donc abrégé BMC. Vous pouvez nous retrouver sur PodCloud ou Bad Geek. Et on y parle gaiement et joyeusement de pop culture, de films, d'acteurs, mais également, pour ceux que ça intéresse, tout l'univers des comics américains et parfois du manga aussi. Oui, mais là tu niques la fin parce que c'est à la fin normalement que je dois Ah, te je suis demander désolé. ta bio. Je suis vraiment Mais bon, ce podcast commence mal, mais voilà, on a travaillé avec des professionnels les derniers jours et là, on l'a fait un peu plus amateur pour ne pas monter trop vite parce qu'on est monté trop vite, là, Greg. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faut assumer, Ouais. hein. C'est chiant parce qu'après, il faut assumer tout ça. Hein. Bah oui, vous bien travaillez avec des gars comme Arthur Froment qui fait de la super promo, donc forcément. Bah oui, je lui ai promis un rendez-vous avec Greg et voilà. Bah ouais. Greg, Et il est charmant, Arthur, hein, c'est attention. gentil. Il a ton adresse. D'ailleurs, si on sonne à ta porte maintenant, Bah j'irai ouvrir. salut Arthur, si tu nous écoutes, Exactement. on t'embrasse. Exactement. Donc, l'ours a spoilé. On va parler aujourd'hui de Roland Emmerich. Ouh. Ouh. Oui, C'est L'Oréal. S'il en est. Oui, Oui, que l'en est. on en parlera, On va mais Disons qu'il il a n'est ses pas aussi visions. mauvais que beaucoup de mauvaises langues disent. On va s'amuser aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un réalisateur allemand qui est né le 10 novembre 1955
C'est quand même un cinéaste dont les films ont rapporté plus de 3 milliards de dollars. Ce qui équivaut au dernier Avenger en gros, mais c'est pas mal. Est-ce que tu peux m'expliquer, Pierre, la genèse, le début de Roland Emmerich? Le début de Roland Emmerich, en fait, il a commencé donc à étudier le cinéma à Munich et il a réalisé son premier court-métrage Franzmann. Oui, c'est ça, c'est Franzmann. Et en fait, la force de Roland Emmerich, qui est aussi une faiblesse en Allemagne, c'est qu'il a toujours voulu réaliser des films hollywoodiens très inspirés de Spielberg, notamment ses premiers films comme Moon 44, par exemple, qui est extrêmement... Oui, c'est du Spielberg. Il y a du Bah, c'est un Spielberg, enfant de Spielberg, on peut le dire. Hein. C'est ça, oui. Oui, C'est oui. clairement un enfant de Spielberg. Il a même eu le petit sobriquet de... je me rappelle plus comment on le dit, mais c'est le Spielberg, le petit Spielberg d'Allemagne, un truc du genre. Ouais, Das Spielberg. Sa bourgade d'où il venait, ouais. Ouais. C'est ça. C'était Das Spielbergle aus Sindelfingen. C'est-à-dire le petit Spielberg de Sindelfingen. Et, Ok, c'est des choses qu'on n'est pas obligé de dire pour pas trop dépasser l'heure de l'émission, mais ça a le c'est mérite d'être juste dit. c'est juste pour expliquer qu'il était vraiment en contre-courant du cinéma de l'époque. En Allemagne, ils étaient clairement dans les films d'auteur, un peu comme Godard, Truffaut, etc. Ils avaient une genre de nouvelle vague allemande. Et lui, il a décidé d'être totalement en contre-courant et d'être totalement américain. Donc là, on en reparlera de ça. Et puis il est arrivé aux États-Unis, l'ours. Oui, alors il est arrivé aux États-Unis parce qu'en fait, c'est les films qu'il a fait au début de sa vie qui étaient. Donc on a parlé de Moon 44 et en fait, il a notamment fait un film qui s'appelle Das Arche Noah Prinzip, donc le principe de l'Arche de Noé, qui est considéré comme étant le film de fin d'études le plus cher du monde de l'histoire, puisque c'était un budget au-delà du million de dollars. Wow. Et c'est un film de SF avec des maquettes, ça se passe déjà dans l'espace, et c'est déjà quelque chose d'assez spectaculaire, même si c'est un huis clos, il y a quand même des choses très spectaculaires pour ce type de film. Et après, on a parlé de Moon 44, il y a aussi d'autres films comme Joey, qui sont en fait des films avec un schéma narratif complètement comme dans E.T., et il n'a pas fait ça pour le public allemand, il a fait ça pour montrer aux Américains qu'ils pouvaient travailler pour eux et faire des films pour les studios américains, parce que lui voulait faire du pur divertissement au service des studios. Et il est arrivé aux États-Unis, je crois en 91, si je dis pas de bêtises. Je pense bien, oui. Oui, c'est ça, c'est en 91. Si... Oui. Ben, on pourrait presque croire qu'il a envie d'être américain, tout simplement parce que dans ses films, il y a rarement qu'il n'y ait pas un plan de drapeau américain au ralenti qui flotte. On dirait ou alors soit il fait un peu de pied à l'Amérique pour dire vu que je suis allemand et que vous me laissez travailler chez vous, ben je vais vous vendre un petit peu. Soit dans sa tête il est américain. J'en ai un petit peu en tout cas par rapport à son parcours et à ce qu'il fait, j'en ai un peu la vision d'un Paul Verhoeven qui aurait bien tourné. Enfin, dans le sens qui serait pas devenu complètement marteau. Parce que Paul Verhoeven, dans sa période américaine, faisait des films où il passait l'Amérique au vitriol tel que lui la voyait avec sa vision d'Européen. Et je pense que Emmerich, lui, au contraire, il voit les bons côtés de l'Amérique, en tout cas les côtés de l'Amérique qui, selon lui, peuvent mériter d'être sauvés. Et il se dit, je vais faire des films pour les Américains qui leur plaisent avec des valeurs de leur culture. Et c'est les valeurs qu'ils nous transmettent au travers de leurs films depuis des années. Donc je vais faire un condensé de tout ça et je vais faire une espèce de concentré de valeurs américaines positives et leur donner ça dans les films. Et si je leur donne ça, c'est sûr que mes films vont marcher. Donc je pense que lui s'est dit ça. Et c'est vrai que oui, c'est complètement l'opposé de Verhoeven quand on prend... Je pense que c'est son tout premier film américain, donc Robocop, qui démonte les États-Unis complètement avec Détroit. D'ailleurs, il a eu du nez là-dessus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai que quand on voit les films d'Emmerich, quand je voyais étant petit, quand j'ai vu une Independence Day ou des films assis, je me suis toujours dit, c'est américain à crever, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui et non, en fait, le cinéaste est allemand, mais il réalise vraiment dans le style. On dirait qu'il a pris un cahier des charges. Ok, qu'est-ce que les Américains aiment bien? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Ok, je mets ça, quoi.
C'est une vision idéalisée en fait de l'Amérique, vue par quelqu'un qui veut à tout prix leur vendre quelque chose. Et votre premier rapport avec Emmerich, ça a été qui, Greg? Le premier film que tu as vu de lui? Moi, le premier film, c'était Independence Day. On l'avait en fait nous en cassette. Maman elle avait acheté la cassette, voilà, je l'embrasse, ma mère qui nous écoute à chaque fois. Et on avait acheté la cassette et donc on avait regardé, voilà. Donc je l'ai vu, en fait ce film là, Independence Day, je l'ai vu en cassette, après je l'ai revu en DVD. Donc voilà, c'est assez rigolo ce saut de génération avec les yeux voilà, des années 2000-2010 face aux années 90. Mais voilà, c'est ce premier film que j'ai vu, puis après je les ai enchaînés en DVD. Hein. Ah, pour l'anecdote, ça a été mon premier film aussi, et surtout le premier film que j'ai pu voir au cinéma avec un pote. J'avais déjà été au cinéma avec les parents, mais le premier film où on m'a dit tiens, voilà d'argent, va à Liège, va au cinéma, et c'était Independence Day. Je m'étais pris une claque, mais j'étais gamin. Bon, je vois plus le film exactement pareil, mais c'était extraordinaire. Donc voilà, Pierre, toi, ton premier film de Roland Emmerich. Moi, c'était Godzilla. Parce que Et tu aimes quand j'ai même toujours été un Emmerich. énorme fan de Led Zeppelin et entendre la BO de Cashmere. J'ai absolument voulu voir le film. J'avais 8 ans à l'époque quand je l'ai vu. Ça a été une claque monumentale. J'ai trouvé ce film complètement génial. Mais on en reparlera après. Ça va. Dans une analyse plus poussée. Mais Godzilla était, oui, une de mes premières claques cinématographiques, étonnamment. Parce que je n'ai pas commencé, même si je suis fan de films plus genre David Lynch ou des réalisateurs assis, je n'ai pas commencé par regarder Mulholland Drive. Et voilà, J'ai ça commencé n'empêche par des pas. films Voilà, assis. on peut commencer par Godzilla et aimer David Lynch plus tard. Ce n'est pas grave. Ce n'est Donc, pas incompatible du tout. un petit Absolument. message pour les fans de Jul. Peut-être qu'un jour vous aimerez la bonne musique. L'ours, c'était quoi ton premier film? Alors, mon premier film, c'était Stargate. Stargate que j'ai pas découvert j'ai pas découvert au cinéma. J'ai découvert sur Canal+ quand il est passé. Parce que j'avais vu des bandes annonces dans d'autres VHS et tout. Et moi, ça me semblait complètement dingue. J'avais pas pu aller le voir au cinéma parce qu'à cette époque-là, je devais avoir 12 ou 13 ans et j'ai pas pu y aller. Mais mon père, heureusement, avait Canal+. Et donc, j'ai découvert ça sur la télé familiale. Et Stargate, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque et j'ai vu le nom du réalisateur par Roland Emmerich. Je me suis dit, ce mec, il faut que je voie la suite. Et quand Independence Day est sorti, donc ça devait être 3 ans après, 2-3 ans après, je l'ai tanné. Je dis, ouais, faut qu'on aille voir Independence Day au cinéma. Il y a des extraterrestres et tout, je suis sûr que ça va péter. Et je me rappelle encore, c'est un des plus gros kiffs au cinéma que j'ai pris de ma vie. Ah, mais la bande-annonce, elle vendait du rêve. Hein. La Maison Blanche qui explose comme ça, on n'avait jamais vu ça au cinéma. Il y a un premier film qu'il avait sorti, un premier gros succès. Hein. Il en avait fait avant, mais on s'attarde généralement ici sur les films importants d'une carrière. C'est Universal Soldier, sorti en 1992, avec Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Holly Walker et Trust. Qu'est-ce que vous avez pensé de Universal Soldier, Greg? Bah, alors, attention, parce que je sais, voilà, il y a tous les Il va faire fans comme Commando, attention. Non, mais tous les fans de Jean-Claude Van Damme, etc., ils vont dire, je pense que c'est un bon film, etc. En fait, moi... Il y en a un ici, attention. Voilà, alors... non, mais ce film-là, en fait, j'ai cru que j'allais me faire chier, en fait, pour être tout à fait honnête. Et en fait, plus le film avançait, plus je me suis pris au jeu, même si, bon, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu mal vieilli, pas dans l'histoire, dans seulement les images en soi, en fait, la façon d'être filmé. Par contre, l'histoire, je trouve géniale, et j'ai été très étonné que ça n'ait pas fait d'ailleurs l'objet peut-être d'un reboot, enfin pas d'un reboot, d'un vrai remake à partir de ce film-là. Je parle pas des suites, hein, le Universal Soldier 2. Ouais, ça a du potentiel, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça, clairement. Parce que le 2 avec Gary Busey, le 3 avec Burt Reynolds et puis ainsi de suite, non. Mais en revanche, le 1, il avait vraiment du potentiel et j'ai bien aimé pour le coup l'affrontement entre Dolph Lundgren, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et Jean-Claude Van Damme. J'ai trouvé ça très très intéressant. Puis je trouvais ça assez futuriste, donc moi j'ai découvert la semaine dernière, hein, donc je le vois avec mes yeux de 2021, hein, attention. Hein. Bah oui.
Voilà, il a découvert la semaine dernière. C'est cool, ben, Greg. Pierre. Ce film m'a fait exploser de rire. Mais exactement comme Greg, au début je me suis dit, ouais, je vois le bazar au Vietnam, etc. Parce que j'ai découvert aussi il y a 4 ans, je crois. Il y a pas si longtemps que ça, donc j'avais déjà un œil plus aguerri de cinéphile. Donc je découvre le film, je vois au début au Vietnam, je me dis, aïe. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je me dis, Van Damme il joue mal. Et j'aime beaucoup Van Damme, hein. Et je me dis, il joue trop mal. Et Dolph Lundgren, J'ai juste envie de dire que je Pardon me bats pour cacher mes belgicismes. Pierre, il n'en a mais rien à foutre. Donc, continue les belgicismes. Ça mettra pour la première fois des grands bazars et à crever. Ça en mettra pour la première fois et ça mettra de la vie dans ce mais il podcast. assume complètement. Il assume son côté il belge. assume. C'est pour ça qu'on vous aime bien. De toute façon, Bah oui, moi je bois que vos bières. De toute façon. Je parle de Van Damme. Donc, Beau gosse quand il dit ça. Vas-y, je- continue. Désolé de t'avoir coupé. Et oui, il y a des phases dans ce film où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça m'a fait exploser de rire quand il y a un moment où il y a une puce à planter dans la jambe de Van Damme. Je me rappelle plus de son nom, c'est Delvaux, Devaux. Devro, Luc Devro. Devaux, c'est ça, Luc Devaux. Et à un moment, t'as la femme qui est en train de le palper, et puis ah oui, j'ai quelque chose de tout dur entre mes jambes, c'est normal ça? Oui, c'est normal. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, C'est normal quand on connaît Roland Emmerich. c'est ça. C'est exactement ça. Je rejoins comme dit Martha, c'est de la série B avec parfois des petits messages gays, mais en même temps bien fait, quoi. C'est un nanar, mais bien fait, en fait. C'est ça que j'ai adoré avec le film. Oui, c'était une expérience très agréable. J'ai adoré le film, alors qu'à la base, je ne m'attendais pas du tout à l'aimer, quoi. Bah oui, c'est un film sympa. Maintenant, c'était un peu soudain, donc le fait qu'ils doivent être recongelés tous les instants, ça coupe un peu l'action. Je crois qu'ils s'ils refont un reboot, ils vont supprimer ce truc-là. Donc oui, Van Damme est cool dans le film. Parce que Van Damme n'est pas le meilleur acteur du monde. Là, on lui demande de pas vraiment jouer. Et franchement, ça passe bien. Par contre, Dolph bouffe l'écran. Dolph, il est incroyable. Il fait flipper. Il est Dolph. extraordinaire Ouais, quoi, il est dans ce génial, film-là. il est génial. Il joue le rôle à fond. C'est vraiment, voilà. Et c'est même une chose qui m'a un peu déçu, c'est quand il retrouve tout doucement la mémoire, de voir que Van Damme reste un bénet total, alors que l'autre prend vraiment le personnage qu'il était avant, d'un mec complètement taré, complètement charismatique. Enfin, il est fou, quoi. Et j'ai trouvé dommage qu'on ne fasse pas évoluer le perso de Jean-Claude dans le même sens, en fait. Mais sinon, pour un film de cette époque, comme a dit Greg, il y a un fameux potentiel. Donc, le film, il est inégal, mais l'idée de base est top. Et si on refait un film comme ça, il y a moyen de faire quelque chose. Les suites étaient pas géniales, sauf le dernier avec Scott Adkins, qui était une surprise, qui devait être un DTV banal et qui s'est retrouvé en salle dans plusieurs pays, tellement on sait que la frontière entre un bon film et un mauvais film est souvent fine. Et là, bizarrement, ils ont passé la frontière du bon film. Et il est vraiment prenant et il a des très très bonnes critiques. C'est pas un grand film, mais pour un DTV, c'est assez impressionnant. L'ours, parle-nous un peu d'Universal Soldier. Universal Soldier, je l'ai découvert entre Stargate et Independence Day. Et je savais pas en fait que c'était Roland Emmerich. Et je l'ai su beaucoup plus tard que c'était lui. Tout simplement parce que j'ai commencé à aimer Van Damme et j'ai regardé tous ses films. Et j'avais dit, mais tiens, il avait joué avec Emmerich. Et en fait, c'était Universal Soldier. Et Universal Soldier, je l'ai vu chez moi. J'étais avec mes parents, mon père, ma mère. Je portais un pyjama jaune. Exactement. Et je venais de voir. Et il y avait Van Damme tout nu dans la glace. Donc, en fait, le fait qu'ils doivent se refroidir, c'est aussi un prétexte. Ouais, c'est un prétexte, de mettre Van Damme c'était un peu énervant. tout nu dans une baignoire. Oui, aussi. Parce que c'était l'époque où, franchement, ses fesses
Je suis pas gay, hein, mais je rêverais d'avoir les mêmes. Hein. Je cherche pas. Ah bah, il est bien musclé quand même, Van Damme, quand tu le vois comme Ah ça, bah, c'est vrai. attends, à cette époque-là, Ça mais, va, ça va. Ça, et Emmerich s'est dit, en tant que réalisateur gay, hein, on n'a pas encore précisé, mais il s'est dit, ouais, chaque fois il aime bien foutre un mec à poil dans ses Oui. films, quoi. Ah, il objectifie. filme mieux. C'est un réalisateur qui, en fait, à partir du moment où on a remarqué ça, il objectifie jamais le corps des femmes. Ouais, Il y a filme très beaucoup peu de mieux rôles des hommes, hein. féminins purement love interest. C'est souvent les rôles féminins qu'il met, c'est des rôles féminins qui servent à quelque chose. Mais par contre, ouais, t'as tout le temps un type torse nu dans tous ses films. Première fois à l'écran de Will Smith dans Independence Day, pareil, hein, il est torse nu. Bah déjà qu'il avait pris énormément de poids pour Independence Day. Bon, je pense qu'on va revenir plus tard Independence Day parce que c'est un tout petit film, mais qui je crois est important dans la carrière de Roland. Voilà, pour moi, c'est pas un film qui est assez bon que pour en parler des heures, ni assez mauvais que pour en parler des heures. C'est pour ça que j'ai envie de passer à d'autres films qui sont très 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 importants parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le premier, donc c'est le premier film que l'ours a vu au cinéma ou en VHS, je ne sais plus, c'est bien Stargate, la porte des étoiles, sorti en 94 avec Kurt Russell, James Spader, Jay Davidson. C'est un film que j'aime vraiment bien et surtout qui me vend du rêve avec cette BO extraordinaire. Oui. Moi, le film commence, je suis emporté par le générique de la BO, c'est incroyable. Greg, parle-nous un peu de Stargate, la porte des étoiles. Ah oui, oh là là, Stargate, mais Je que dire. pense que tu as quelque chose à me dire sur ce film. Ah mais c'est exceptionnel parce que Stargate, bon alors le film, hein, Stargate veut dire la porte des étoiles, le film juste en lui-même est bien, il n'est pas non plus incroyable, mais ce qui est exceptionnel c'est l'univers qu'il y a derrière. Ce film a créé l'un des univers pour moi les plus importants de la science-fiction en fait. Ça me coûte de le dire parce que je suis un grand fan de Star Wars, mais je pense que Stargate c'est l'univers le plus étendu de l'histoire de la science-fiction. Pour la simple et bonne raison que déjà c'est un univers qui est parti d'un film. Donc là, l'histoire, c'est la porte. Ils découvrent une porte des étoiles en plein milieu de l'Égypte. Ils savent pas quoi en faire, mais en fait, ils ont découvert un écriteau avec des symboles, etc. Ils vont engager Daniel Jackson, interprété par James Spader. James Spader, il va réussir. Comment ? Il est excellent. Ah, mais il est génial. Il est génial. Il est exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que dans la série de Stargate SG1, Michael Shanks va se caler complètement sur le jeu d'acteur et le physique de James Spader. Ouais, clairement. Il est génial. Enfin, je veux dire, on peut pas dire plus. De toute façon, James Spader, il est génial. Et d'ailleurs, il fait deux, trois fois lors des épisodes avec une mise en abîme métal, avec notamment Wormhole Extreme, la fausse série dans la vraie série. Ils font des hommages à James Spader d'ailleurs. Ah mais James Spader, il est ouf, Et là, du coup, ils font appel à Daniel Jackson, les égyptologues, pour essayer de déchiffrer un peu. Parce qu'en fait, ils pensent que les symboles, c'est une langue. Sauf qu'en fait, Daniel Jackson, il a compris que c'était pas une langue, mais c'était des codes pour essayer d'aller d'une porte à une autre. En fait, enfin, c'est un code en fait, c'est un itinéraire. Et donc ça, il l'a compris. Ils vont activer la porte et là, incroyable avec la musique de David Arnold, qui va devenir le compositeur régulier de Monsieur Emmerich. Et voilà, non, ce film est exceptionnel. Et alors, ils vont envoyer une équipe avec Kurt Russell dans le rôle de Jack O'Neill, qui n'est pas le meilleur dans le rôle de Jack O'Neill. Moi, il y en a qu'un seul de Jack O'Neill, c'est Richard Dean Anderson, désolé. Mais voilà, Kurt Russell avec son Greg, tu sors. Non, désolé, mais franchement, et attendez, Jack O'Neill avec son chou-fleur sous la tête, on dirait Guile dans Street Fighter, t'es sérieux là ? Avec son Marcel, non, mais je suis désolé, mais c'est exact. Il le perd assez vite, de toute façon. Ouais, c'est vrai, mais... Non, c'est une coiffe que Kurt Russell a arborée pas mal de fois dans des films où il jouait justement des soldats, exactement. dont Soldier par exemple. Tout à fait. À un moment, il a eu longtemps cette coiffe-là, et c'est vrai que ça lui va pas. Autant au début, il ressemble énormément à Val Kilmer quand il veut se suicider. Il est chez lui. Là, il était déguisé en Val Kilmer et après, il s'est déguisé en Guile. Va savoir. Donc, Greg, continue.
Non, mais puis donc ils arrivent sur une planète qui s'appelle la planète du peuple Abydos, la ville de Nagada. Et donc qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Incroyable, mais il y a un dieu qui s'appelle Ra et qui en fait, on ne le sait pas encore, mais en fait ça va être le dieu du peuple des Abydos. Et donc là ils vont commencer à se battre et tout parce que il est pas, enfin bref. Non, en fait ce film est génial parce que c'est un film qui va être le début d'une aventure, d'un univers. Et en fait, on ne se rend pas compte. Il y a un truc que j'ai pas compris juste dans le film. Peut-être que vous saurez me l'expliquer. Mais pourquoi ils ont pas pensé à inverser les symboles et à se dire que en fait, il y a des millions de possibilités de le faire. Et donc, il y a des millions de portes. Et en fait, ça, ils vont le faire dans la série. Ils vont se dire, tiens, mais en fait, c'est incroyable. On peut inverser les deux symboles. Et donc, du coup, il y aura des millions de possibilités, donc des millions de portes à ouvrir dans le monde, enfin dans l'univers, pardon. Mais ça, ils y ont pas pensé dans le film. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que eux, ils pensent dans le film qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et donc, il y a une porte d'arrivée seulement. Donc, pour eux, il y a seulement 2 portes. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, imagine, t'inverses les deux symboles, ça change du coup l'itinéraire. Il y a un épisode de Stargate Asien où Samantha Carter, elle explique pourquoi. Pourquoi ils y ont pas pensé? Ouais, alors pourquoi ils n'ont pas pensé au début et pourquoi en fait il y a beaucoup d'adresses qui sont en fait des adresses qui tombent sur 0. Et il y a un épisode où en fait ils expliquent qu'ils ont une subroutine dans leurs ordinateurs qui régulièrement au SGC, donc là où est transférée la porte par la suite après avoir été trouvée en Égypte, je le dis pour les personnes. En fait, pendant que les gens s'en servent pas donc pour se déplacer, il y a les ordinateurs qui régulièrement cherchent des correspondances d'adresses en faisant des adresses aléatoires et en les testant tous parce que sur la porte il y a genre 50 symboles. Et ils doivent être rentrés dans une suite de 7 symboles, voire même 8 parfois, à la suite. Et ça doit être dans un bon ordre. Et donc, en fait, il y a beaucoup de combinaisons différentes. Certaines ne donnent rien, d'autres donnent quelque chose. Parfois, ça donne sur un trou noir, n'importe. Et donc, en fait, ils ont des ordinateurs qui testent régulièrement les adresses. Et si ça tombe sur rien, l'adresse, elle est mise au placard. C'est vrai, je me souviens. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, il y a même, parce qu'il y a il y a certaines, comment ça s'appelle ? Il y a un moment un méchant qui arrive à s'emparer de toutes les adresses qui ont été testées pour se rendre compte qu'il y en avait certaines qui étaient intéressantes. Et voilà, c'est là qu'elle explique que les adresses qui donnent sur rien ont été en fait composées automatiquement par les ordinateurs. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. D'accord, on va retourner sur le film, les gars. Ouais. Oui, pardon. Pardon. En tout cas, c'est un très bon film. Voilà. Non, mais je vous donnerai vos numéros de téléphone respectifs et vous discuterez des millions de possibilités qu'il y a, les amis. Oui, mais bien sûr, tout à fait. D'accord. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Vous ferez une converse à 3 avec Arthur Froment. Est-ce que t'as fini, Greg? Oui, j'ai fini. J'ai adoré ce film. Tu as adoré ce film. L'ours, est-ce que tu as aimé ce film? Ouais, en fait, j'avais adoré ce film parce que... On a cru comprendre quand t'as expliqué la série. Hein. Ouais. T'as en fait, au début, le manger, ce film. La première fois, j'ai adoré parce que c'était un truc qui n'existait pas vraiment dans les années 90. C'était de mixer le purement SF avec des vaisseaux spatiaux, tout ça, des lasers, avec un univers antique. Là, clairement, c'est... En fait, on me disait, ok, on te prend l'Égypte antique et on te met des lasers et des vaisseaux spatiaux en Égypte antique. Et moi, ça m'a explosé la tête. Et j'ai dit, waouh, mais c'est génial, c'est genre, t'imagines les 10 commandements, Moïse, il aurait eu des pistolets laser, comment ça se serait passé? Voilà, et pour moi, Stargate, c'était ça. Après, effectivement, quand on regarde la série, quand on grandit un petit peu, on lit des trucs sur la théorie des anciens astronautes, comme quoi il y aurait eu des aliens qui seraient venus apporter la technologie à des peuples de la Terre, et là c'est ce qui se passe dans Stargate. En fait, tout à fait. Le rat, ce soi-disant dieu, en fait déporte des travailleurs humains pour les faire travailler pour lui, en se faisant passer pour un dieu. Et donc moi, en fait, ce concept aussi de diriger finalement des gens en se faisant passer pour ce que tu n'es pas, mais simplement parce que tu as une technologie qui peut ressembler à de la magie pour eux, moi j'ai trouvé ça même encore beaucoup plus intéressant que le spectacle. Et ce qui a fini de me séduire, et ce qui me séduit encore beaucoup dans ce film par rapport à d'autres trucs qu'on a aujourd'hui, c'est comme tu as dit d'abord la musique. Le score, il est génial. Incroyable, c'est le meilleur score de Emmerich pour moi. Moi, je continue à l'écouter encore même seul. Et c'est génial qu'il ait été repris d'ailleurs dans la série. Ah bah carrément. Autre point hyper important, c'est encore un des films où tu avais des centaines de figurants. Tu as des scènes de foule, et c'est des vrais gens.
T'as des bagarres avec des milliers de personnes, c'est des vrais gens qui courent dans le sable. C'est pas de la foule numérique, parce que la foule numérique, elle va arriver à la fin des années 90. Et d'ailleurs, elles ont mal vieilli, les foules numériques des années 90. Oui, le film a quand même coûté cher pour l'époque. Je pense que c'était un budget de 55 millions de dollars. Donc Oui, tout à fait. Ouais. À l'époque, c'était énorme. Pour un deuxième film hollywoodien d'un réalisateur européen, c'est énorme, quoi. Je pense qu'il y a très très peu de réalisateurs qui peuvent se vanter d'avoir un budget pareil pour un film sur un univers. Parce que je vais rebondir sur ce que Greg disait par rapport à Star Wars. Je ne trouve pas que l'univers étendu de Stargate est meilleur, entre guillemets, ou plus fourni que celui de Star Wars. Mais la différence, c'est que Star Wars s'inspire très fort de l'heroic fantasy. En gros, c'est le roi Arthur qui a une épée, qui va sauver la princesse, etc. C'est très classique. En fait, si on enlève la science-fiction, on va dire, de Star Wars, oui, c'est un récit d'heroic fantasy comme le Seigneur des Anneaux, en moins bien quand même. Bon, bref. Et là, il part quand même sur un univers totalement nouveau, sur une théorie qui n'était pas encore trop en vogue aussi pour l'époque, donc les anciens astronautes, etc. Maintenant, on en entend parler 40 000 fois, même dans les films. Je veux dire, Ridley Scott avec Prometheus, il s'est clairement inspiré de ça. On a vu le résultat que ça a donné, bon, c'est une autre histoire. Et là, je trouve que Emmerich, même si personnellement, je n'ai pas trop aimé le film, bizarrement, j'ai trouvé trop kitsch, justement. Ouais. Beaucoup trop kitsch, et les effets spéciaux, ça pique. Même quand j'étais petit, je trouvais que les effets spéciaux piquaient vraiment aux yeux. Mais il y a quand même le mérite, comme Martin a dit, d'avoir des vrais figurants, d'essayer de faire du grand spectacle, de créer un univers simple mais efficace à comprendre. N'empêche que je n'ai quand même pas aimé le film. Il y a une direction artistique de malade, les costumes ils sont superbes. Ah largement. D'ailleurs, ils ont inspiré grandement les costumes de la série après parce que tu discutais des effets visuels, il y en a pas énormément dans ce film-là. Si on le compare à Independence Day, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Ah oui, clairement, oui. Mais c'est pas l'objet du film. Stargate n'a pas pour vocation à être un grand film avec des gros effets visuels. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est les plans. Moi, je trouve que tu as des plans dans le sable, quand ils arrivent sur Abydos, qui sont juste, mais très, très, très jolis. Et après, c'est pas le but. Le but, c'est juste de montrer quoi ? Un gros film de science-fiction. T'as... comme tu l'as dit, 55 millions en budget, une superbe BO qui t'entoure, qui t'enveloppe le film. Je pense que c'est ça aussi qui va être pris dans le thème principal et le opening credits de Stargate SG-1, qui est juste incroyable, de David Arnold, et qui plus tard deviendra son compositeur régulier. Et après, il y a un autre truc qui est génial, comme tu l'as dit, l'ours, c'est les costumes. Comment on peut avoir l'idée de faire un costume comme celui des... alors, on les nomme pas encore, on ne sait pas qui ils sont réellement, l'équipe, les méchants là, de Ra, mais après, plus tard, on comprendra qu'il y a tout ce qui est les Goa'uld, etc. dans la série. mais c'est juste génial. Et c'est ça, en fait, si tu veux, je pense pas que ce soit effectivement un film sur les effets spéciaux. Je comprends quand tu dis que ce soit un peu kitsch, et moi, quand je l'ai revu là cette semaine, franchement, il y a un truc qui est trop kitsch, je suis désolé, mais c'est la coupe de cheveux de Kurt Russell. Je ne peux pas. Non, mais attends, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Mais je crois qu'encore une fois, c'est pas l'objet du film. Si tu veux, même s'il a un petit peu mal vieilli, c'est peut-être pas l'objet du film, je pense. Moi, je vais être un petit peu entre vous deux, c'est que le film, je l'aime bien. Parce que c'est un plaisir d'enfance, en fait, je l'ai vu assez jeune. Mais je trouve les 20 premières minutes extraordinaires. Donc, comment ils trouvent, je trouve le jeu d'acteur, tout. Quand ils arrivent sur la planète, c'est top. Et après, on a quand même une heure vachement chiante, en fait. c'est lent, c'est lent. Et puis, quand tu repenses son film, tu vois un peu les incohérences. C'est-à-dire, ils arrivent sur une planète, il y a des esclaves. Bon, t'as une femme, c'est une mannequin. Les canons. Oui. La plus grosse incohérence, pour moi, c'est le robot du début. Qui va sur une autre galaxie. Et eux... ils le voient direct. Donc, il y a des... ça s'explique comment ? Parce que la porte des étoiles est toujours ouverte ? Oui, parce qu'en fait, la porte des étoiles est un lien subspatial. Absolument. Et qu'en fait, les ondes qui sont dedans ne sont pas soumises à la vitesse, à la barrière de la vitesse de la lumière. Tout donc, à elles fait. peuvent voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, mais ça, c'est parce que des gens ont réfléchi et se sont dit...
comment on va rendre ça plausible. Mais à l'époque, c'était pas plausible. Déjà, Ah, gamin, je me suis dit, comment, quand j'ai vu le film, il n'y avait pas encore la série, tu vois. Et je me suis dit, comment un robot qui va là, dans une autre galaxie, on sait à la seconde où il est, alors que même des gens qui sont sur la Lune, s'ils appellent, il va y avoir un gros décalage de plusieurs minutes. Pourquoi? Non, ça je trouvais que c'était un peu con. J'étais pas le seul, c'est pour ça qu'ils ont donné l'explication après. Mais sinon, voilà, quand ils arrivent sur la planète, les plans sont magnifiques. Je veux dire, oui. t'as chaud Ouais. quand ils arrivent dans le désert. La photo est top. Les décors sont super beaux quand ils voient la pyramide. Quand il se bon retourne, film. là, quand il se retourne, le plan quand il se retourne et qu'il Ouais, découvre qu'il y a voilà. une pyramide au-dessus de l'établissement. Ouais. Ah ouais, complètement. Quand Daniel se fait traîner par l'espèce d'animal qui ressemble un peu Ouais. à une grosse Oui, vache, tout à là, fait, ouais. tout à fait. Et moi, j'ai trouvé un peu con aussi, c'est les soldats qui vont dire à Daniel quoi, tu nous ramenais pas tout de suite? Ah bah non, moi j'avais prévu ça en plusieurs semaines, mais genre, ils ont quand même fait une expédition hyper dangereuse, ils en ont pas discuté avant, quoi. Il n'y a pas eu de briefing. Non, il Oui, il n'y a eu pas eu de- de briefing, quoi, parce qu'eux, ils croyaient qu'ils arrivaient, puis ramenez-les chez eux. Bah, non, il aurait dû dire dès le début, voilà, ça me prendra en 2 et 3 semaines pour trouver le code pour rentrer chez nous. Le général West, il Euh, était trop pressé en fait, c'est pour ça. Oui, il a dit voilà, allez-y mais les ça, gars. oui, c'est ça, Mais voilà. c'est On a un ouvert la truc porte, classique. on rentre. C'est un truc classique des films de Roland Emmerich. Souvent, les militaires sont cons. Oui. Souvent, dans tous les films quasi. Independence Day, ils sont cons. Ah oui, mais Godzilla, carrément, ils c'est sont cons. incroyable Et le taux Universal de Soldier, conneries on en dans a pas. Independence Day, c'est impressionnant. C'est ça, et on dirait qu'il le fait exprès de chaque fois mettre des Il soldats le mais fait exprès, complètement hein. abrutis, quoi. Oui, oui, Il oui, Il le bien fait sûr. exprès. C'est vrai que je dis on dirait, mais il le fait exprès dans Universal. Pour revenir à Universal Soldier, quand ils arrivent, comment une petite nana journaliste arrive à infiltrer un complexe secret sur des cyborgs, elle arrive à infiltrer le truc et à en partir sans souci. Il y a plein de plans où chaque fois les militaires ils se barrent tous. Il n'y en a pas un pour garder le camion, le fameux Ouais, c'est camion. vrai. Je me dis, mais oui, en fait, Bah, ils c'est sont peut-être complètement une- débiles et il le fait exprès. C'est peut-être une Oui, des c'est- différences qu'il y a entre lui et Michael Bay. Il y en a C'est pas ça, tellement. j'allais Mais venir. Michael Bay voue un amour aux soldats. Il les filme comme, on voit qu'il les aime. Comme un Emmerich, porno. ils sont un peu cons, t'as raison. c'est pas les plus intelligents du monde. Mais souvent, l'autorité chez Emmerich, les hommes des présidents, tout ça, ils sont toujours un peu cons. Après Stargate, bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a énormément de choses à dire sur ce film. C'est peut-être un des films dont j'ai eu le plus envie de parler dans ce podcast. C'est Independence Day, les jours de la riposte en québécois. Non, Oui, oui, Non. ils lui ont C'est donné sérieux? 2 C'est titres. sérieux? Oui, c'était le jour de la riposte ou les jours de la dépendance. Oh, Qui est les sorti enfoirés. en 96. Ils Ah, sont mais parfaits, les Québécois. Ah, ils sont géniaux. parfaits. ils sont parfaits. Je vous conseille de réécouter. Je pense que c'était dans notre premier épisode. J'avais fait un jeu avec Greg où je lui avais dit les titres des films canins en québécois, si ça existait ou pas. Et il y a des perles parce qu'ils étaient presque tous vrais. Et c'était Est-ce qu'il y a une version traduite en québécois? Enfin, doublée en québécois de Independence Day. Je serais impatient de. Ça doit Écoutez, exister. Bien ça sûr, doit parce que exister. t'as des voix québécoises qui ont été doublées, donc forcément, bien évidemment. Hein. Oui, tout à Ah fait. oui, oui, effectivement, oui. Donc oui, ça. C'était ça de peut être calice intéressant à voir. d'extraterrestres. Tu vas rentrer chez toi. Ah oui, les Tabernacle. extraterrestres québécois, ça peut être marrant. Honnêtement, ça peut être. C'est ça, quoi. T'imagines l'extraterrestre, il arrive, il regarde la Terre. Je suis tellement content d'être là. Ça doit être extraordinaire, quoi. Le vaisseau, Regardez, allez sur YouTube et regardez les épisodes de Catherine. C'est une sitcom québécoise avec le vrai accent québécois et les vannes québécoises. C'est un autre monde. Je dis, on Ah n'est oui. pas prêt. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai pu voir dernièrement, donc on avait fait une émission sur Schwarzenegger juste avant. Donc je sors un petit peu du sujet là. Et il y avait un film qui s'appelle Killing Gunter, donc, qui est un film où Schwarzenegger c'est le meilleur tueur à gages du monde et tous les tueurs à gages se mettent ensemble pour le tuer parce qu'ils sont jaloux de lui. Et je suis tombé sur une version québécoise, mais la vraie version québécoise, c'est-à-dire que celle que nous on entend d'habitude, ils font attention, ils font un peu comme moi ici. Donc ils essayent de ne pas trop montrer l'accent belge, on essaye de ne pas montrer trop de belgicisme.
Là, ils n'en ont rien eu à foutre. Et c'est vraiment du québécois total, quoi. Abonnier la c'est moi qui l'ai voiture. réalisé en fait. Mais Pardon je suis québécois aussi, c'est moi qui l'ai réalisé en fait. Oui, québécois et Le belge, ça doit être directeur marrant, artistique ça. du doublage, quoi. Ça doit être incroyable, l'enfant d'un québécois et d'un belge. Ah oui, non, t'imagines. malheureusement c'est du troll, mais c'est vrai que si je devais faire une série une série francophone, humoristique, je lance à fond l'accent liégeois, sans problème. Tu demandes aux gens de te suivre, hein. C'est ça. Voilà, parlez C'est comme ça. moi, les gars. Ah non, On je va veux voir doubler l'en- Mulholland je veux- Drive en liégeois. Ah, honnêtement, ce serait Pas parfait. crever, t'es que t'es bonne. Ce serait incroyable. Donc on est un petit peu sorti, peut-être parce que on se dit souvent on ne va pas sauter sur ce qu'on adore. Et j'aime Independence Day d'amour d'enfant. Je déteste Independence Day d'amour pour le cinéma. C'est un film incroyable. Donc c'est un film où les extraterrestres ils arrivent sur Terre, mais enfin tout le monde l'a vu de toute façon, et ils sont méchants. Et la Terre se résume à peu près à 12 personnes qui se retrouvent Et un chien, régulièrement. et un chien. Et un chien. La Terre se résume aussi bon, à un racisme anti tout ce qui n'est pas américain, c'est-à-dire que les Français, c'est des enfants avec des shorts et des bérets qui regardent le Mont-Saint-Michel. Et ils écoutent tous le président américain. Les pays arabes... Ça, c'est dans les Ils films de comprennent tous Michael Bay, l'anglais ça. aussi. Hein. Ça aussi, non, mais les pays arabes, là, dans ce film-là, bon, c'est limite s'ils ne se déplacent pas en chameau, l'armée arabe. Non mais attends, quand le C'est plan où on est en incroyable. Irak, non mais le plan où on est en Irak, on a l'impression qu'on est revenu en 1870. Oui, quoi. c'est ça, quoi. Tu vois des nomades en train de regarder le vaisseau arriver, et c'est des gens, des nomades totalement. Les Russes, ils sont forcément dans le froid avec des chapkas. Exactement. Ça, c'est le plan de fin où t'as tout le monde qui applaudit parce que l'Amérique a gagné et que tu vois les. Ouais, c'est ça, en Irak ou je ne sais plus où, qui sont en train de. Qui sont tous avec des genres de lances. Ah oui non, c'est en, Ils sont c'est en Afrique 1500 je crois, aidés, c'est en Afrique à un moment donné, Ils sont t'as genre un au plan. Kenya, ils Oui, ont sont des en lances, Afrique, ouais. oui, eux ils sont encore en. Non mais c'est en quoi 200, quoi. Ils sont encore- Non, mais c'est ça, quoi. Ils écoutent le président américain sur des vieilles radios et tout. Enfin, c'est incroyable. Et c'est aussi ce qui fait mon amour pour ces films. C'est vraiment le gars, comme s'il avait fait le film en se disant il y a que les Américains qui vont le voir, alors que c'était destiné pour le monde. Et je sais pas s'il a voulu nous faire plaisir, mais voilà, nous, peuple hors américain, on a l'air débiles. Non, en fait, je pense qu'il oui. il voulait surtout faire plaisir au studio. Parce qu'en fait, les scores de rentabilité des films, régulièrement, ça se faisait pas avant en dehors des États-Unis. Il y a que depuis très peu de temps, peut-être 5-6 ans, qu'ils commencent à voir ce que ça fait un peu en Europe et surtout en Asie. Parce que auparavant, les films américains, ils les brandaient vraiment pour le territoire national. Et si un film américain marchait pas sur le territoire national, mais même marchait ailleurs, ils considéraient que c'était nul. Il y en a eu récemment des films qui ont été très mal, qui ont très mal marché. Je pense à notamment John Carter qui a très mal marché chez lui, qui a un peu mieux marché à l'étranger. Oui, tout à fait, ouais. Et ouais, et Ouais, ça, il a ils quand ont même considéré coulé que son ça avait studio, pas quoi. du tout. Ils ont considéré que ça avait pas du tout marché. La même chose. Ça arrive encore maintenant. Hein. Ouais. Il y a eu le film Warcraft de Duncan C'est Jones ça. qui a récolté Alita. 500 millions. Ouais, bien mais sûr. sur le territoire des États-Unis, un truc du genre 30 millions. Donc pour eux, ça a été un échec. Ok, on ne fait pas de suite, on arrête. Mais il a super bien marché, le Ouais. film, en fait, au final. Il a récolté 250 millions en Chine, un truc du genre. Ça va, il a remboursé le budget. C'est Enfin, clair, il a mais plus que remboursé. Ça a été un succès. Mm. Et malgré tout, donc il est sorti en 2016, je pense. Et ils se sont dit, ouais, non, ça a été un échec. Bah, tu comme vois, Emmerich quoi, était très conscient de ça. Hein. À l'époque, encore plus, il y avait notamment. Moi, je me souviens déjà à l'époque de Rambo, du premier Rambo, qui avait été moyen sur le territoire national, qui avait bien marché à l'extérieur. Bah, c'est pareil. Hein. Emmerich, il savait très bien que s'il ne cartonnait pas aux US, le reste du monde ne compterait pas après, s'il voulait continuer à faire sa carrière aux US. Ouais, et quand je disais qu'il n'y a que 12 personnes dans ce film, je veux dire, t'as New York, Los Angeles, Washington, il y a tout qui brûle. Il y a la femme de Will Smith arrive à s'en sortir. Elle retrouve la femme du président. Et justement, Will Smith est avec le président dans la zone 51. Enfin, je veux dire, les gens sont... Et le chien.
Et le chien. Le boomer. Il y tient. Le boomer. Il y tient, au chien. Oui, le chien, genre, il y a plein de gens. Oui, aussi, ça, Roland Emmerich, à part pour ses héros, il s'en fout un peu de la vie humaine. C'est-à-dire que la femme, là, quand elle se renferme dans le pont, il y a plein de gens qui courent avec des enfants et tout. Non, elle appelle le chien, quoi. Boomer, viens. Elle dit pas à quelqu'un qui passe, venez, mettez-vous à l'abri. Non, on veut le chien. La Terre est très petite et se résume au plan de Roland Emmerich, c'est-à-dire que le vaisseau, à la fin, quand il retombe sur Terre, il tombe à quelques mètres de la base où il était parti. Je veux dire, il s'écrase, il aurait pu tomber n'importe où, il aurait pu tomber dans l'océan. Non, il tombe à 300 mètres de la base et il y a, La zone 50. et il y a leur femme qui arrive. Ah, vous êtes restés. Ouais, mais ça, je pense que c'était clairement un plan hommage au plan final de l'étoffe des héros. Parce que le plan final de l'étoffe des héros, Chuck Yeager se crache comme ça sur un lac salé aussi. Et exactement pareil, il y a l'avion qui brûle dans le fond. Et il y a les ambulances qui arrivent. On demande mais il est où, est-ce que tu crois qu'il est vivant? Et on voit une petite silhouette qui marche en avant. Et il fait oui, il est vivant. Et on voit donc Chuck Yeager. C'est le dernier plan de l'étoffe des héros qui est ultra iconique. Et je suis persuadé que Roland Emmerich a voulu faire hommage à ça. Eh ben, c'est là qu'on voit la différence de filmographie qu'on a tous les deux. C'est que pour moi, ils ont aussi pris ça dans Sharknado. Donc, il parle de l'étoffe des héros. Moi, je te dis, à la fin de Sharknado aussi, quand il tombe de l'espace dans le ventre de requin et que sa femme accouche dans le requin, il tombe juste à côté de la base, près de ses enfants, quoi. Voilà. On n'est pas cinéphile pareil, toi et moi. Oui, non, mais c'est important, hein. C'est important. C'est important. Il faut voir des films. Ah mais The Asylum, je les aime beaucoup aussi. Hein. J'aime beaucoup Titanic 2. Ah, on en a déjà Rien que parlé. le titre, on ne peut que aimer. Ah oui, oui. Voilà. On embrasse d'ailleurs, film le s'appelle professeur, Titanic 2. hein, d'ailleurs en passant. Hein. On embrasse le Oui, professeur. Rico, on t'embrasse. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Independence Day? Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur ce film. Il y a une chose que j'adore, et c'est une scène culte pour moi, c'est le fameux discours de Bill Pullman, du président des États-Unis. Ce discours est parfait, je veux dire, tout. T'as envie de flinguer des Le aliens monde dès que entier. t'entends ça. Oui, c'est clair. Pardon? Les aliens, ils ont beau être gentils, t'entends ça, t'as envie de prendre ta mitrailleuse et tu tires sur E.T. C'est quoi. Et tu es un connard, pourquoi tu viens chez moi? C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que bien sûr, le monde entier comprend l'anglais sans souci. Tout le monde a accès à la radio, comme on disait tout à l'heure. Tout le monde a accès à la radio, à la TV, etc. Et aux morses. Il lâche son discours, tout le monde y va. Il prend un avion, il y va, il va leur péter la gueule. Je vois mal même, à l'époque c'était Clinton, hein, le président. Je vois mal même Clinton faire ça ou à Obama Bah, il aurait prendre violé l'avion, l'avion, être en Clinton. premier. Mais on avion. verra dans d'autres films que Emmerich aime bien donner des armes au président. Tout à fait, absolument. Il aime bien. Pour lui, président, c'est un héros, quoi. À mon avis, il a aimé il a regardé Air Force One ou n'importe quoi. Ouais, mais il aime bien ça. Martin, est-ce que tu as une scène aussi, toi? Il y a juste Attends, une vas-y, scène dis-moi. aussi, une scène que j'adore, je la trouve badass. C'est quand t'as Will Smith qui pète la gueule à un alien, puis il prend son cigare et fait Welcome to Earth. Ouais, c'est ça. Là, je me dis, c'est parfait. Quand je me dis, ce plan-là, il est génial. Potentiellement, C'est le Will Smith au top, quoi. Voilà, potentiellement, le alien, il n'est pas dans le coma. Si ça se trouve, le coup de poing de Will Smith, il n'a rien fait. Will Smith, il s'en fout, quoi. Il lui met un coup de poing. Et puis il s'assied, il fume son cigare, mais regarde quand même derrière, t'as vu le monstre que c'est, quoi, avec ses tentacules. Non, mais et c'est tout. surtout qu'il lui met un coup C'est de un poing, peu l'autre il flippant, est KO. quoi. Non, mais t'es sérieux, quoi. Non, mais puis ça se trouve, le cerveau, il est pas dans la tête, hein, il est ailleurs. Ouais, c'est ça, je sais quoi. pas. Ah, bah peut-être qu'il a frappé dans les couilles, et c'est pour ça qu'il tombe dans les Ah, c'est pommes. ça, Ah, oui. peut-être. Ah, voilà. c'est possible aussi. Martin, parle-nous un petit peu de ce film. Alors moi, il y a des scènes qui me font toujours quelque chose. Et c'est, alors on parlait de Will Smith. Alors déjà, c'est le personnage que je retiendrai. Lui, et puis Jeff Goldblum. et par Goldblum, Jeff ouais, Goldblum, Goldblum un peu aussi, quand mais même. c'est vraiment, moi, c'est Will Smith, le personnage que j'ai surkiffé par sa coolitude absolue du début à la fin. Et il y a notamment un plan, mais c'est genre le plan du début qui, je pense pour moi, m'a retranscrit bien l'effet qu'a eu le film sur moi. C'est quand il sort de chez lui, il a le journal dans les mains et il regarde pas le ciel. Et en fait, il voit des gens tout autour. Tu sais, il peut bien rêver, il voit des gens qui courent, qui vont s'enfuir. Il se dit merde, il se passe quelque chose.
Là, il lève la tête et... Il fait « Oh putain !» Ouais, mais tu sais, t'as la caméra, elle montre pas le ciel, elle montre d'abord lui. Et la réaction qu'il a, et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'un jour, il se passe un truc comme ça. C'est genre, et je sors de chez moi, il y a un putain de vaisseau spatial et je comprends pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'aimerais pas ce qui se passe après, mais... Et il y a une scène, et par contre, la scène qui m'a fait hurler de rire au cinéma, et j'étais avec un pote, et à chaque fois qu'on se le repassait en vidéo, on hurlait de rire au même moment, c'est quand les humains, ils envoient des hélicoptères avec des signaux lumineux. Mais c'est flippant, quoi. Pour faire comme dans Rencontre du troisième type, genre on va communiquer avec eux avec des signaux lumineux et tout. Et les gars, tu sais pas pourquoi ils sont là. Globalement, ils arrivent. Toi, tu penses que tu vas communiquer avec eux avec ta lumière gentille. Là, le vaisseau il s'ouvre, bam, on flingue les hélicoptères. Mais moi, mais ce que attends, j'adore, mais il est c'est un peu que débile. Non, mais je suis désolé, Comment les extraterrestres pourraient savoir que c'est pas une arme, quoi? Ils arrivent avec leur hélicoptère. Mais exactement, c'est ça. On a un moyen hyper perfectionné. Vous allez voir. Et en fait, c'est juste un truc qui envoie des lumières flippantes, quoi. Moi, si ça se trouve, les extraterrestres, au départ, ils étaient gentils. Ils ont Ouais, vu ça se ça, trouve, ils tu ont leur as dit, dit, oh tu leur as dit nique ta grosse mère. Oui, Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Si ça se trouve, il lui a dit, mais on vous emmerde, qu'est-ce que vous venez faire là? Et en fait, bah, du coup, il lui envoie un missile, quoi. Enfin, c'est logique. Non, mais moi, il y a un moment, je rebondis sur ça par rapport à la communication entre les deux. Un moment où j'ai éclaté de rire, c'est le moment où, en fait, ils ont kidnappé l'alien. Et du coup, l'alien, il va se servir du professeur, qui est un professeur un peu déjanté. De Patrick Ouais. Sébastien. Voilà. Ils expliquent pourquoi. Ils disent qu'ils communiquent par télépathie et que donc l'alien met ses pensées dans la tête. Oui, non, mais du c'est pas docteur. ça qui me fait rire. Ça, je le sais. Mais Ouais. ce qui m'a trop fait marrer, c'est quand le juste génial, le président des États-Unis, il le regarde et lui dit, est-ce qu'on peut négocier la paix? Non, mais le président des États-Unis ne négocie jamais la paix. Et là, il lui dit, est-ce qu'on pourrait pas négocier la paix? Parce qu'il a potentiellement tué tout le monde, l'alien avec Il a son sorti vaisseau. devant tourner. Hein. Non mais attends, et puis l'alien il dit pas de paix. Et alors là, il se passe un truc monstrueux. Il se passe que Bill Pullman, Monsieur Pullman, a une vision. Ça j'ai éclaté de rire. Il a dit j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu. Ils vont mettre tous les vaisseaux, ils vont tout faire exploser ensemble. Je te jure, mais franchement, cette scène-là, mais monstrueuse. Tellement, en fait, on se rend compte que Monsieur Pullman joue le rôle d'un président qui n'a rien compris de ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Au début, il prend des mauvaises décisions. Hein. Il dit restez tout le monde chez vous, c'est bien. Il y a tous les immeubles qui Restez chez explosent. vous, ça Donc me là, rappelle tous les quelque gens chose, remercient Monsieur Pullman. Non, pas lui, hein, le président, bien évidemment. Il le remercie parce qu'ils se sont tous morts à l'intérieur de leur immeuble. Et après, il se retourne dans l'avion et il dit on aurait peut-être dû faire évacuer les gens. Bah oui, tu m'étonnes. Et c'est quand même un président qui se lève à midi et qui apprend qu'il y a des extraterrestres à la télé. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Génial. Et c'est ça qui est quand même ahurissant, c'est que quand tu revois le film, tu dis ouais, le film il dure genre 2h30. Mais le film en entier, il commence le 2 juillet, il se finit le 4 juillet. Donc toute l'histoire se passe sur 2 jours. Il faut que le mec, en se levant à midi, puisse processer que il y a des aliens, c'est ça. que les aliens ils sont potentiellement méchants, que ensuite l'Amérique elle a jamais été envahie. Il faut qu'on fasse des plans d'évacuation. Les gars, mais c'est normal qu'ils flottent complètement. Tu te lèves à midi, le soir à 23h30, t'es en train de parler à un extraterrestre. Ouais, Comment tu veux te préparer à ça? C'est comme quand je me lève à midi et que le soir je parle à Greg. J'ai un peu la même chose. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Moi, il y a un passage que j'adore parce que donc c'est un truc qu'on entend furtivement, quoi. C'est une petite chose. Et donc, ça prouve que Roland Emmerich aime les Américains, mais en même temps, il sait que les Américains, ils sont très cons, parce que lui, le peuple américain est très con. C'est quand... c'est le peuple qui tire sur des tornades, hein, quand même. Oui, ben justement, on allait en venir là. C'est quand ils sont en train de parler, en arrière-plan, il y a la télé, et tu as le présentateur qui dit... les autorités demandent à ne pas tirer en l'air pour ne pas déclencher une guerre intergalactique. Ah oui, il y a un flingue barré à la télé. T'as une main qui tient un flingue en l'air avec une grosse croix rouge dessus. Oui, parce que les Américains, c'est ce qu'ils feraient, quoi. Le petit vieux Amerloc, il va sortir de chez lui, il va voir un vaisseau, il va tirer, quoi. C'est comme ça. Oui, il tire dans les tornades. Et alors, vraiment, pour moi, le passage ultime du truc le plus con du monde. Donc l'idée de mettre un virus informatique
dans le vaisseau mère alien, c'est pas mal. Mais à quel moment on a les mêmes prises USB ensemble? Oui. Surtout que les mecs Déjà, ils nous, on sont frappe hyper les bien mecs. équipés Déjà, quoi. C'est ça, quoi. Les mecs qui viennent Déjà, du nous, on frappe les futur. Microsoft, il y a déjà beaucoup de différences. Et eux, mais ils arrivent à avoir, oui, le même truc. Oui, ils sont en USB 2. Ouais, il y a un truc qui C'est m'a. pareil, ils ont fait la mise à jour de Windows XP. Non, ils avaient pas Avast. La base Ah, virale attends. VPS. Ah, ben oui, voilà. Mais attends, non, mais moi, il y a une grosse incohérence. Il y a une grosse incohérence qui moi, ça m'a Mais fait. c'est expliqué dans la série après. Hein. Ça m'a fait flipper. C'est qu'en fait, Ça m'est arrivé. Pardon. Vas-y. non mais attends, tu parles d'incohérence de prise USB, mais il y a encore pire parce que tu vois le vaisseau les humains récupèrent pour se connecter au vaisseau des aliens. Absolument. Ils disent, il s'est crashé il y a 50 ans. Mais d'où t'imagines que des aliens, genre, ils auront pas mis leur modèle à jour. C'est clair. Genre, tu roules encore en 4L, toi? Ils ont pas mis la base. Mais il y a plus personne qui roule en 4L. Et genre, les aliens, ils vont voir arriver une 4L chez eux, ils vont dire, ouais, bah c'est bon, le gars, il était en Allez-y, patrouille. passez. Non, ils avaient le bon code. Non, mais ils c'est avaient le bon Maurice, code, allez-y. c'est Maurice, il s'était arrêté, il a pris un verre, voilà. Des chevaux aliens qui arrivent. Ouais, il est pas un peu vieux le vaisseau. C'est ça. Non, je crois pas. Et l'autre, il laisse rentrer, tu vois, genre, pas de problème, garde-toi là. Non, mais surtout, ce qui est complètement con, c'est qu'ils sont accueillis par un alien qui est dans une tour là et qui Ouais, leur en dit plus mais de allez ça. avancez, allez vous mettre sur le port. Vous savez, il y a un plan où il y a un alien qui est au milieu d'une Ouais. tour et qui leur dit vous pouvez avancer, etc. Complètement ridicule parce que genre cet alien là il a pas vu que c'était un ancien vaisseau qui avait plus de 50 ans quoi. Non mais Surtout, enfin, il a pas vu les mecs à travers la vitre, parce que la vitre est ouverte au début. oui. Genre, t'as Will Smith et Goldblum qui sont assis sur les sièges. C'est genre, il a pas mis ses lunettes, non? Voilà. Et le papier On dit qu'ils que les mettent. Américains sont cons, mais les aliens aussi, ils sont quand même Ouais, pas mal. quoi. Ils c'est sont bien des gratinés. aliens peut-être américains, voilà. Ah bah Les carrément, aliens les américains. aliens américains, oui. Voilà. Moi j'aime bien, j'aurais pas hyper confiance en Will Smith, c'est le bout de papier qu'il y a devant lui dans le vaisseau, droite, gauche, avant, arrière, quoi. Ah oui, il c'est le pas retourne rassurant, s'il a mis quoi. l'envers. Quand tu montes dans l'espace et que t'as un papier qui. Ouais, donc tourner à droite, c'est comme ça. Genre, ouais, non, moi j'aurais pas bon. Putain, non, j'aime bien ces films parce qu'il y a énormément de plans iconiques. C'est un peu attention, qualité à qualité différente, mais un peu comme Jurassic Park, c'est-à-dire que quand tu repenses à Independence Day, tu peux refaire tout le film dans ta tête. Oui, tout à fait. Les scènes sont là, Emmerich, comparé à Michael Bay par exemple, il est très clair, très très clair dans ce qu'il filme, et donc on comprend tout. Et même quand tu as la bagarre entre tous les avions et tous les vaisseaux aliens, tu t'y retrouves. C'est assez impressionnant pour l'époque. Les effets spéciaux, on n'en a pas parlé, mais sont toujours top maintenant. Ah oui. J'ai revu le film cette semaine. Bien mieux même, je trouve que Pas mal de films. Independence Day 2. Ah oui. On va en arriver à Independence Oui, oui, Day 2, oui, mais- oui, On va y tout à arriver. fait. Je trouve que les effets spéciaux, donc pour un film qui date de 96, ça, si je dis pas de Non, conneries. 96, on est plus Ouais, écouté ouais, en 96, Donc, excuse-moi, oui, encore une fois, le belgicisme. ouais, Je ne voilà. veux pas enlever. Ouais, mais Je c'est ne vous t'en qui avez veux pas, raison, je ne hein. t'en veux pas. Oui, c'est nous qui avons raison. Normalement, on doit dire 96. Bon, voilà. ça Mais va. vu que notre public est en majorité français, on sait que les Français sont susceptibles. Donc, on ne va pas rentrer sur ce terrain-là. Oui, non. Terrain clairement, glissant, comme dit Jeff Goldblum au début du film, terrain glissant. Quand il parle à son père dans la partie d'échecs, je sais pas si vous vous souvenez, Ouais. il commence à lui Oui. parler, il dit terrain glissant. Il est excellent, le père. Le père, il est excellent. Ah oui, le père est très bien. Ouais, ouais. Je Même suis si pas on juif, comprend mais pas personne tout, n'est hein. parfait. Mais on comprend pas tout. C'est-à-dire, quand il monte dans Air Force One, pourquoi il prend le père? Enfin, je veux dire. Parce qu'il t'as était plein là. de- Oui, mais t'as plein de soldats qui restent là, genre plein de, même pas des soldats, des gardes du corps du président et tout. Ils leur ferment la porte. Allez-vous-en, allez-vous-en. Pourquoi le père? Il y a Parce qu'il est en personne qui a dit- scénarium. C'est ça, Mais personne lui a dit des non. personnages Mais du film. vous ne pouvez pas monter. Vous, enfin, je veux dire, vous n'êtes Non, mais personne. non, mais c'est parce que c'est un, je sais pas, c'est un MacGuffin à la con, parce qu'il fallait que le père lui fasse sa fameuse tirade à la fin. Bien pour sûr. attraper froid. Quand ils disputent avec le président, Jeff Goldblum et l'autre, il fait c'est mon fils. Comme si un président allait dire ah d'accord, c'est votre fils, j'aime bien, quoi. Non putain, c'est génial, c'est génial. C'est très con, c'est très con quand tu analyses le film, il est con. Mais c'est 2 heures où ça a tout pété. Je suis content de voir encore des manettes, je vais couper, je crois, des maquettes explosées.
Maintenant, il t'aurait fait la Maison Blanche qui explose en image de synthèse. Là, les maquettes qui explosent, mais c'est génial, quoi. Franchement, voilà. Mais après, bon, on va pas passer au film suivant. Après, on va un peu parler justement de Independence Day 2, qui est une Resurgence. daube monumentale. Ah, c'est horrible. J'ai Ouais, envie de franchement, péter mon j'ai- écran. Ouais. Charlotte Gainsbourg, je me rappelle quand il est sorti, je me dis, je suis pas allé le voir au cinéma. Je me dis, je vais me remater le premier. Le premier, j'ai pris mon pied absolu. Bon, on en a assez parlé. Et puis je me dis, bah voilà, on va regarder, on va enchaîner directement avec le 2, quoi. Oh putain, quoi, le Black avec ses deux machettes derrière qui butent des aliens. Charlotte Gainsbourg qui sous-joue, mais d'une de ses forces. Les gamins, ils sont transparents. Oui, Mauvais. je me rappelle Les effets plus de leur spéciaux. tête. J'ai vu il y a 6 mois, je me rappelle plus de leur tête aux gamins qui sont censés être les héros, quoi. Il y a zéro charisme. Il y en a un qui est censé remplacer Will Smith. Bon, Will Smith, il est ce qu'il est, mais au niveau bouffée d'écran, on ne compare pas Will Smith et ce garçon-là, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. Voilà. Mais Moi, je me rappelle même pas de sa tête. Ben voilà, Goldblum, il est sous l'Exomile. Oui, Goldblum. Oui, J'ai dit clairement. la semaine dernière qu'ils ont réussi à rendre Goldblum mauvais, quoi, ce qui est incroyable. Goldblum, tu lui fais lire le bottin et il arrive encore à te canaliser comme ça. Et là, il est nul. Il est nullissime. Je me rappelle pas d'une seule punchline de Goldblum. Alors qu'il en envoie Pareil. dans le 1. Pareil. Tout à fait. Et c'est vrai que pour une fois, il a pas son style. On dirait qu'il a fait exprès de. Goldblum, il a toujours eu ces. Oui. Oui. Ces trucs ainsi, il le fait pas du tout dans le 2, quoi. On dirait qu'il s'est dit, j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule pour ça. Parce que depuis La Mouche, Jurassic Park, Independence Day et compagnie, chaque fois on se fout un peu de sa gueule avec ses mimiques. Et il s'est dit, ouais, j'en ai marre. Enfin, je pense. Et il s'est dit, j'en ai marre qu'on me voit pour ça. Je vais jouer normalement, entre guillemets. Oui, mais le fait de jouer normalement, bah, ça enlève tout. Ouais, ça enlève tout son charme. Hein. Il a rien du tout. Si je ne voyais pas sa tête, je le reconnaîtrais à peine, quoi. Il n'y a plus aucun charisme. Comme tu as dit, l'ours, il est sous l'exomile complètement encore. Enfin, c'est nul. Le deuxième, il est nul. Il y a des fonds verts où il filme à un moment, c'est un plan, je pense, devant la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est un fond vert. Ouais. Je me dis, mais merde, quoi. Je sais pas, ils peuvent pas faire une maquette. Limite, ça coûte moins cher que de faire un fond vert. Enfin, je me dis tout, ouais. Il y a plein de plans. Je me dis, bah non, fond vert évident, quoi. Et ça ressemble pas du tout à Emmerich. Moi, il y a des C'est fois la où, plupart des- quand je voyais les villes, j'avais l'impression de voir la série V en voyant les voitures Oui. volantes. Oui. Ouais. Je voyais la Clairement. série V, j'étais là, c'est un truc qui est incrusté dans autre chose. Il n'y a plus de réalisme, il n'y a plus rien, quoi. L'ours, Alors tu veux moi- en parler d'Independence Day. Attends, Greg veut en parler alors. Moi, Vas-y, on t'écoute, mon je chéri. pense que par rapport le 2, moi je l'ai vu au cinéma et j'ai regretté de l'avoir vu au cinéma. Non, faut jamais regretter d'avoir vu un film. Non, Oui, oui, faut honnêtement, regretter. Bah, attends, Regrette. j'ai vu Star Wars 9 au cinéma, hein, je peux te dire. non, J'ai faut jamais, pas. j'ai non, jamais, non, j'ai non, jamais non, été en non, colère pas pendant sur un ce film, terrain-là hein, avec mais là. Greg. Commence pas sur ça. Et puis c'est surtout qu'il faut jamais regretter même d'avoir vu un mauvais film parce qu'au moins tu sais que c'est un mauvais film selon toi Oui, mais et que quand t'as t'as pas payé, aimé. c'est chiant. Et puis Quand t'as payé pour un mauvais film, c'est chiant. Oui, ouais, ça je peux comprendre, mais à la limite, bon. Non, en fait, le 2, il manquait plein de choses. Et pour moi, il y a un truc qui manquait, c'est que très clairement, je vais résumer le film. Qu'est-ce qui manquait dans ce film? C'est de la personnalité aux personnages. Les personnages n'ont aucune personnalité. Les Bah, c'est des acteurs charismes sont. qu'on a En fait, dit, c'est mais pas les c'est la même acteurs chose. qui sont mauvais pour moi. Ce qui est mauvais dans le film, c'est que les personnages, on a l'impression qu'ils n'ont pas été travaillés, qu'on a fait une suite avec le personnage interprété par Monsieur Goldblum, donc David Levinson, où on comprend rien. Alors, c'est ce que tu disais. Très bien, Pierre, c'est que on a l'impression que Jeff Goldblum se reconnaît même plus lui-même dans le rôle qu'il interprète parce qu'on le reconnaît pas en fait. Quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai oublié de dire quand même. Allez hop, attention, petite minute doublage parce que j'adore ça. Le doublage français de Independence Day 1 est juste génial avec Serge Falliou dans la voix de Will Smith. Alors Serge Falliou, si vous savez pas qui c'est celui qui double Chris Tucker dans les Rush Hour. Avec la voix de Bernard Lano sur Jeff Goldblum.
qui est juste monstrueux. Et on aura d'autres voix comme Jacques Frantz, Michel Papineschi, qui vont doubler des acteurs, des personnages secondaires. Mais c'est ça qui rend le film aussi, le doublage est génial. Pourquoi je parle de doublage ? Parce que dans le 2, dans le Independence Day 2, même si finalement... Ils ont changé quasi tous les doubleurs. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que même si, tout à fait, le film est plus récent, il est 2016, le 2. Il est plus récent. Normalement, les effets spéciaux sont mieux. Je sais pas, normalement, on doit avoir quelque chose de mieux. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas, notamment, malheureusement, les voix qui ont été choisies dans le doublage. J'ai trouvé ça, dans le 2, j'ai trouvé ça un peu pauvre. Peut-être parce que justement les personnages étaient mal construits, pas vraiment avec beaucoup de personnalité, ce qui a donc rendu, c'est ce que tu disais Pierre, ce qui a rendu un peu les acteurs entre guillemets mauvais. Mais moi je pense que c'est pas les acteurs qui sont mauvais, je pense que c'est les personnages qui ne sont malheureusement pas assez travaillés. Ils ont aucune personnalité, pas vraiment de charisme, et donc ça rend le film très plat, tout simplement. Et il y en a complètement qui sont d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est la première fois aussi qu'Emmerich a fait un film qu'il n'avait pas envie de faire. J'ai l'impression, parce que tous ces films, même les plus débiles, entre guillemets, genre 2012 ou Le jour d'après, qui sont limite des nanars bien produits, on va dire. Ouais, mais il avait envie de les faire. Et 2012 et le jour d'après, ils transportent des thématiques qui sont très chères à Emmerich. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu en VO Résurgence. Je l'ai vu en VO, les acteurs ils ont aucun charisme non plus. Mais il y a un autre gros problème, c'est que c'est un des premiers films où on voit qu'il y a des coupures ultra grosses dans le montage, qui à mon avis sont pas du fait d'Emmerich, parce que il sait obtenir une caméra mieux que ça. C'est bourré de faux raccords, c'est bourré de plans qui sont pas là assez longtemps pour installer les personnages. Genre, notamment au début, les gamins qu'on voit sur la base lunaire, on nous les présente dans des plans de 30 secondes. Alors que quand tu regardes le premier Independence Day, la scène au parc entre David et son père, où il nous présente les deux personnages, elle dure plusieurs minutes. Et il y a une constante dans tous les films de Roland Emmerich. C'est que, ok, t'as que 12 personnages sur toute la Terre, mais c'est 12 personnages qui fonctionnent ensemble, et c'est 12 personnages qui sont bien écrits, et chacun a un background, on le connaît, on va parfaitement s'identifier à lui, on sait quels vont être ses tenants, ses aboutissants, son objectif. Là, Résurgence, ils sont coupés, on n'a pas le temps, on les zappe, ils n'ont pas de présentation, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, c'est juste, je ne vais même pas dire c'est des acteurs de l'histoire, c'est comme des pions que tu déplaces sur un jeu de stratégie, où en fait c'est des unités, voilà, tu l'as perdu, c'est pas grave, on va te remplacer par une autre. Ils sont devenus ça. Et à la fin, ça finit forcément dans un globi-boulga numérique dégueulasse avec la reine des aliens. Il n'y a pas d'action. L'action, elle n'est pas lisible. On ne sait pas ce qui se passe. On sait juste que c'est un gros machin dégueulasse. Ouais. Même Transformers n'est plus lisible. C'est dégueulasse. Il n'y a aucun enjeu. À la fin, tu dis c'est terrible, il faut pas. Mais enfin, tu es là, mais t'en as rien à foutre. Tu dis c'est tout but là qu'on passe à la suite. On a l'impression que c'est filmé comme je vais peut-être pas me faire que des amis, mais j'ai l'impression que c'est filmé comme un Marvel de base. Mais exactement. Voilà, il y a le début, le milieu, on introduit vite fait les personnages. Oui, lui il fait ça, lui c'est le scientifique, lui c'est ça. On n'introduit pas de background, et puis à la fin, gros truc numérique. J'aurais vu à la fin réalisé par les frères Russo. Oui. Il faut quand même un peu plus attention. Non, moi je crois qu'il a raté son film, tout simplement. Dire qu'il ne voulait pas le faire, je n'y crois pas, parce que ça devait être une trilogie. Ouais. Donc je pense qu'on lui a cuté de force. Et que, pour moi, ce qui s'est passé, vraiment, le problème, ça a été les effets spéciaux. Donc on est rentré dans une nouvelle ère numérique, et il a eu droit à ça, il a eu accès à beaucoup de pognon, et les effets spéciaux, en fait, ils sont bien faits, je veux dire, dans ce style-là, donc sur fond vert. Mais il n'y a aucune vie, il ne se passe rien. Quand il y a... C'est la gravité qui s'inverse, il ne se passe rien du tout, on ne se rappelle de rien. Alors que le vaisseau dans le 1 qui explose le building, c'est incroyable. C'est incroyable, tu t'en rappelles, ça bouge, ça vit, t'as l'impression que t'y es, t'as mal pour les gens qui sont sur l'immeuble en train d'appeler les extraterrestres. Là, il y a la Terre qui se retourne et on n'en a mais rien à foutre. C'est incroyable comme c'est plat. Et donc, je crois qu'il s'est planté, tout simplement, et ça peut arriver. Ça peut arriver à un musicien, ça peut arriver à un écrivain.
il s'est planté. C'est vrai que tu parles de... On parlait de coupe dans le film. Je pense que c'est un de ces seuls films dans lesquels on ressent les coupes. Je pense que sur la plupart tous ces films, quasi tous, il a toujours eu il n'a pas eu besoin de faire de director's cut parce qu'il avait déjà. Il avait déjà le résultat fini, était déjà ce qu'il voulait. Donc ce qui était au cinéma était déjà ça. Donc pas besoin de faire une version longue ou voilà, c'est pas nécessaire. Et là, j'ai l'impression que oui, si une director's cut sort, bah, déjà ce serait un aveu d'échec de sa part, premièrement, et deuxièmement, bah, je serais intéressé de le voir. Parce que je me dirais peut-être que là, ça développerait un petit peu plus les personnages, peut-être que ça corrigerait pas tous les défauts, malheureusement, mais en tout cas que ça corrigerait pas mal de choses, quoi. Ouais, clairement. Et puis, pour l'interprétation de Jeff Goldblum, on voit que lui, revenir dans des rôles fétiches, il en a rien à foutre. On le voit aussi dans Jurassic World. Hein. Ah bah il prend le chèque, il prend le chèque et il se casse. Pareil, donc on le filme comme on doit filmer Jeff Goldblum, mais lui, il met aucune intensité, il lit son texte et puis il se barre et il a pris son million, quoi. Mais ça reste un artiste et aller faire ça, il s'en fout complètement. C'est pas ça qui l'intéresse. Il aurait joué dans Fallen Kingdom, il aurait joué comme il jouait son personnage dans le premier. On se serait rappelé de cette scène-là. Et là, on se rappelle même plus de ce qu'il raconte en fait. Tellement, c'était plat, c'était inutile. Et il faut arrêter de les rappeler s'ils n'ont pas envie. Il faut déjà leur demander, t'as envie d'être là? Mais pour du vrai, on s'en fout de ton chèque. Est-ce que t'as envie d'être là? S'ils disent non, on les prend pas, quoi. Ouais, mais l'acteur aussi, le studio, il va capitaliser vachement dessus. Jeff Goldblum, il va dire, ouais, attends, regarde, Jeff Goldblum, tiens, je vais te le vendre. C'est comme Schwarzy, vous en parliez la dernière fois. Dark Fate, c'est de la pure chiasse. Genesis, c'est de la pure chiasse. Et si tu mets pas, pas Dark Fate. Dark Fate, c'est quand même de la pure chiasse. Je suis un amoureux de Terminator, mais je préfère de loin le 3 à Dark Fate. Et, je vais cutter. Non mais attends, mais si tu mets pas, et par contre, mettons-nous d'accord sur Genesis. Si tu disais pas, ouais, regarde, on a Schwarzy dans Genesis, il y a personne qui aurait dit qu'il serait allé le voir. Bien sûr, ils ont vendu un peu Independence Day 2. Non, la franchise. Hein. Surtout Fallen Kingdom, il avait vendu. Où on voyait le discours de Jeff Goldblum, quoi. Et c'est con, hein, Fallen Kingdom. Le premier plan de la bande-annonce, c'est ça, quoi. Ouais, et tu vois, et donc tu crois que tu vas avoir Jeff dans le film, mais en fait non, il est là 3 minutes au début et puis on le voit plus. Et c'est très con, c'est dommage. Bon, je crois qu'on pourrait encore parler longtemps de ce film. Je crois que nous, on y reviendra, Greg, parce qu'on fera certainement un épisode Will Smith et un Jeff Goldblum, et on devrait y parler. Tout à fait. Donc, c'est un film où on pourrait parler des heures et des heures, tellement il y aura des choses à dire. On n'a pas parlé de celui qui s'était fait enlever par les extraterrestres. Qu'est-ce qu'il est con. Oui, mais l'acteur Randy Quaid, l'acteur dans le 1. L'acteur est cool. L'acteur ouais. Randy Quaid, il est génial. Et d'ailleurs, ouais, c'est un acteur secondaire qui joue souvent dans des films, un peu des rôles un peu bizarres comme ça. Mais dans Independence Day, il est génial. Moi, je génial. Je le trouve con. Il est con, mais il est génial. En même temps, l'enlever, quoi. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'il incarne toute une espèce de. Il y a des gens qui sont persuadés de ça, qui peuvent s'identifier. Ils sont persuadés que les aliens existent. Ils sont persuadés qu'ils ont eu une double vie, qu'ils se sont fait enlever. Et si tu veux, il y a plein de choses qui sont condensées dans ce personnage. On n'en a pas parlé parce que c'est un personnage très secondaire, mais finalement, c'est quand même lui qui détruit le vaisseau. Très secondaire, oui, voilà, quoi. Voilà, donc c'est quand même relativement important. Il est quand même un peu drôle parce on n'a pas parlé joue, que le président vient avec eux détruire les vaisseaux. Le président prend l'avion pour aller absolument. Avec eux. Mais regarde ce mec-là, il est aussi symbolique d'une revanche un peu des rednecks et des oubliés de l'Amérique parce que ce gars-là, il vit dans un mobil-home. C'est un ancien du Vietnam qui aujourd'hui vivote de petits boulots en étant alcoolique. Donc ça montre déjà que l'Amérique traite pas forcément bien ses anciens combattants. On se fout de sa gueule parce que le mec a dit toute sa vie qu'il avait été enlevé par des aliens. Et le jour où les aliens arrivent sur Terre, et ben là les gars qui se foutaient de sa gueule au bar, quand on va les interviewer, on dit ouais non c'est un mec très très calme et tout, il a toujours été bien, il lui arrivait des trucs horribles, les aliens ont abusé de lui sexuellement et tout, c'est une victime, alors que littéralement 3 heures avant il se foutait de sa gueule en disant t'es un maboule. Donc oui.
C'est vraiment la revanche. C'est la revanche du laissé pour compte. Exactement. Là, c'est un peu le Roland Emmerich aussi. Donc, il y a les extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre il y a quelques heures. Et puis, quand ils font un reportage télé, ils vont filmer ce mec-là qui se fait agresser, qui se fait arrêter par les flics pour avoir dit qu'ils étaient fait enlevés par les extraterrestres. Enfin, t'es là, je crois que vous avez autre chose à montrer, quoi. je crois que si ça arrive, enfin, moi je zappe, tu vois, si je regarde des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Regarde aujourd'hui, il y a des confinements coronavirus et on montre des Instagrammeuses. Oui, mais là c'était 3 heures après. Enfin, je veux dire, tu levais la tête de n'importe où tu étais sur Terre, tu levais la tête, tu voyais des extraterrestres, c'est clair. et tu as envie de savoir ce qui se passe. Et puis, et là, on voit qu'ils ont fait une enquête sur lui. Cet homme a fait le Vietnam, on voit sa photo et tout. Donc, on a dit à un journaliste, ouais, tu t'en fous des extraterrestres, va un peu faire ton enquête sur le redneck bourré, là, va voir un peu ce qu'il a fait dans sa vie, et on va en parler dans le journal. Ça, j'ai trouvé, c'est ça que je dis, quand il a un perso, voilà, il a 8, 10, 12 personnages dans son film, et ils sont hyper importants. Et j'ai dit, le président quand même, qui monte dans l'avion à la fin, ça c'est le summum, quoi. Franchement... À un moment, faut arrêter, Roland. Non, si ça arrive, le président, il est dans un bunker et il ne va pas combattre les extraterrestres dans un avion. Voilà, c'est terminé pour la première partie. Rejoignez-nous dans la deuxième où on va parler de 2012, de Godzilla, de White House Down et on va encore bien rigoler. À tout de suite, les amis.